Bonsoir. Alors effectivement, je crois qu'il ne fait pas bon de se faire soigner dans le Finistère. Quand on voit le nombre d'attaques, on peut se rassurer quand même que nos médecins arrivent à fonctionner en mode dégradé. Ceci étant, ce qui est intéressant, puisqu'on développe quand même une sorte d'intelligence collective autour de tout ce qui s'est passé, c'est qu'on remarque que les modes opérateurs sont complètement différents et que les groupes qui sont derrière ces attaques-là sont aussi différents. Donc finalement, ce n'est pas un effet de vouloir cibler le Finistère en particulier, mais plutôt différentes opportunités qui sont présentées à eux. Et grâce aussi aux CERT Santé, qui, je pense, nous regardent d'ailleurs, on arrive à mutualiser ce type de compétences pour que ça ne survienne plus. Ceci étant, je vais parler du coup de retour d'expérience que nous, on a subi au CHU de Brest, qui donc date du 9 mars dernier. Alors, juste pour recontextualiser, un CHU, c'est quoi? C'est une mini-ville dans la ville. C'est ça aussi qu'il faut se dire, c'est que ce sont des systèmes d'information extrêmement hétérogènes à gérer. Il n'y a pas que des dossiers médicaux, il y a aussi des dossiers, on gère tout ce qui est IoT, alors ça peut être de la GTB, GTC, ça peut être tout ce qui est garage, parce qu'on a aussi des systèmes connectés dans les garages, tout ce qui est restauration, enfin bref, on a plein de choses différentes. Et donc à sécuriser, c'est aussi difficile, puisqu'on a cette hétérogénéité de systèmes d'information. Donc globalement, ce que ça représente, c'est à peu près 200 applications métiers, quand je pense support et soins, et ça représente 700 serveurs avec 160 bases de données, pour un total de 3 pétaoctets de données qu'on gère. Donc quand il faut faire des tests de restauration sur une base de données qui fait un pétaoctet, c'est pas le truc le plus simple à faire, et donc on le fait pas tous les jours. On est aussi très exposé, c'est-à-dire que puisqu'on a beaucoup aussi de praticiens hospitaliers, c'est le terme, qui sont aussi des chercheurs, il y a aussi l'aspect recherche qui expose beaucoup les praticiens à avoir leur adresse mail, leurs coordonnées disponibles, et donc ils sont régulièrement victimes de phishing. J'avais fait une petite statistique sur 2022 où on recevait à peu près un phishing toutes les 50 secondes et un mail avec une charge active, toutes les minutes au sein du centre hospitalier. Voilà, c'est pour vous donner une idée aussi de la menace qu'on a à gérer au quotidien. Et je ne l'ai pas dit, mais ça représente à peu près 10 000 salariés sur le secteur du Finistère et notamment de Brest. Alors, que s'est-il passé concrètement? Le 9 mars à 20h49, j'en reçois un appel de l'ANSSI qui m'indique que l'adresse IP publique du CHU, qui est référencée, puisque pour le coup l'ANSSI connaît les adresses IP publiques des différents centres hospitaliers, nous informe que notre adresse IP a potentiellement des connexions frauduleuses avec un serveur d'attaquant. Bon, quand on reçoit ce type d'infos, on se dit est-ce que je continue à regarder la télé ou est-ce que je vais lever l'alerte, quoi. Donc là, on est allé effectivement regarder l'alerte pour essayer de la qualifier. Et en fait, on l'a qualifiée très rapidement, puisqu'au bout de quelques minutes, on a bien identifié que ce que nous avait dit l'ANSSI était réel, qu'on avait 3 ou 4 serveurs, je ne sais plus à l'instant T, qui étaient concernés. Donc à partir de ce moment-là, on active le dispositif de crise. Il se trouve aussi que, par chance, le directeur de garde, parce que donc les directeurs d'hôpitaux font des tours de garde pour être H24 disponibles, et le directeur de garde était le directeur des systèmes d'information, ce qui aide aussi à la réaction, on va dire, rapide dans la prise en compte de l'incident. Et tout de suite, on décide de mener en fait un point avec donc le président de la CME. Alors la CME, c'est la commission médicale établissement. C'est lui qui représente tous les médecins au sein du centre hospitalier pour justement faire un point de situation et de se dire qu'est-ce qu'on doit faire ou pas avec justement ce qui va arriver pendant la nuit. Et puis on décide aussi de prévenir de manière préventive des systèmes critiques comme le SAMU, les urgences, et également la biologie et l'imagerie médicale, puisqu'en fait ce sont nos deux services qui sont hyper critiques et qui sont très 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 numérisés. Au fur et à mesure, on constate que effectivement, tout ce qu'on avait vu comme étant les alertes était réel. On a des éléments qui font nous dire, on voit du Cobalt Strike, du système BC, enfin des choses comme ça. On fait, là, c'est une alerte, qualifiée. Donc, le seul point pour essayer de stopper et de se dire, il faut qu'on prenne le temps de gérer la crise, on coupe Internet. Et couper Internet pour un centre hospitalier, c'est pas négligeable. Je vous donne un exemple, mais des effets de bord qu'on n'avait pas forcément anticipés, c'est plus de géolocalisation des ambulances pour le SAMU. Bon, là, dans ce cas-là, il faut quand même essayer de trouver des modes dégradés rapidement pour que le SAMU puisse rester opérationnel. Et voilà, ce sont tout type d'impacts qu'on va être amenés à gérer pendant la nuit. Donc, on le fait en mini-cellule de crise. Et on décide, dès 1h du matin, de communiquer aux équipes de nuit comme quoi il s'agit d'une cyberattaque.
C'est-à-dire qu'on le sait. Quand on voit du CMBST, on ne se dit pas que c'est un incident de prod. Et donc, on se dit, on va communiquer sur le fait que c'est une cyberattaque, qu'il y en aura probablement pour un certain temps. On n'est pas en train de dire que ça va se résoudre rapidement. Et que derrière, on va mettre en place toutes les mesures nécessaires pour les aider et les accompagner. On met en place une cellule de crise. Donc, en fait, on est accompagné toute la nuit par l'ANSSI pour s'assurer que les attaquants ne sont pas allés plus loin que ce qu'on pensait. Et puis, à 6 h du matin, voilà, cellule de crise générale avec tout l'hôpital pour essayer de mettre en œuvre les procédures dégradées suite à ce qu'on a pu voir et à la coupure d'Internet. Alors, les risques identifiés, c'était simple. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que l'attaquant avait pris le contrôle du système d'information hospitalier? Et si oui, jusqu'où? Est-ce qu'il avait pu compromettre le domaine de l'Active Directory? Et ça, c'était la question cruciale à laquelle je devais répondre rapidement pour savoir combien de temps la crise allait durer. Est-ce qu'il y a eu des rançongiciels? Est-ce qu'il y a eu des fichiers chiffrés? Tout ça, on ne le savait pas, donc on a fait des recherches pendant la nuit pour essayer de répondre à tous ces risques-là. Est-ce qu'il y a eu la perte irréversible de données? Ou alors est-ce qu'il y a même eu de l'exfiltration de données? Ça aussi, c'était quelque chose où je voulais qu'on s'en assure rapidement pour pouvoir communiquer auprès des bons services si c'était nécessaire. Et donc, dès le vendredi, eh bien, pour ça, j'ai fait appel à un CISERT qui a accompagné l'ANSSI et mes propres services pour qu'on puisse faire des investigations en fait, en croisée. Donc, on a mis en place un canal commun de communication pour identifier le périmètre et la route cause. Voilà, c'était les deux éléments qu'il était nécessaire d'avoir pour qu'ensuite, moi, je puisse gérer la crise auprès des services de soins et des services administratifs sur le temps d'interruption nécessaire que ça ait donné. Et donc, on a utilisé tout type d'outils que vous voyez ici, après les outils de l'ANSSI et d'autres outils plutôt maison. Alors, quelle était la porte d'entrée? La porte d'entrée, on l'a cité tout à l'heure. On en a cité en fait plein de choses. Quand ce que le panneau crime dit vrai, tant mieux. Nous, on a eu alors la route cause. Je la présenterai tout à l'heure, mais c'est un poste de travail personnel d'un personnel du CHU, d'une interne en l'occurrence, qui a servi en fait à l'attaquant pour ensuite venir sur nos systèmes d'information. On a des interfaces RDP qui étaient exposées sur Internet pour pouvoir travailler à distance. Tous nos internes travaillent à distance, notamment en ce qui concerne les thèses. On a les gardes aussi qui peuvent se faire à distance. Donc, il y a besoin d'accès à distance. C'est un accès par login mot de passe. On sait, c'était pas sécurisé. On avait une roadmap qui était faite, mais l'attaquant est arrivé plus tôt que nous. Et donc, l'attaquant est passé par là. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a compromis le poste personnel. Et ça, c'est important, personnel, parce que dans la réponse à incident, moi, je voulais savoir d'où venait la route cause. Mais comment est-ce que je peux légitimement demander à un personnel du CHU de me donner son ordinateur personnel pour que je puisse conduire des investigations? Ça, juridiquement parlant, c'est pas hyper clair. Donc là-dessus, on a dû travailler pour pouvoir justement analyser ce poste et confirmer que la route cause venait bien d'un infostealer qui était donc sur ce poste et qui avait exfiltré les données qui étaient enregistrées de login mot de passe sur l'accès RDP. Ce qu'on ne sait pas, c'est si ça a été revendu entre-temps. Et après, il est passé par un serveur de rebond américain, donc un serveur de rebond d'une adresse IP d'un pays qu'on n'a pas blacklisté, pour ensuite se connecter sur notre interface et dropper donc des charges actives sur plusieurs serveurs de la ferme RDS. Alors, ce qu'il n'a pas réussi à faire, ce que j'ai pas montré dans le slide précédent, c'est qu'il n'est pas réussi à aller jusqu'au domaine de l'Active Directory. On va voir qu'il est resté sur ces serveurs-là, qu'il n'a pas réussi à élever ses privilèges pour ensuite compromettre tous nos logiciels métiers. Et ce qu'on va voir dans les investigations, c'est qu'en fait, l'accès ne date pas du 9 mars, il date bien avant. Il date au moins du 21 février. On n'a pas pu remonter jusqu'avant parce qu'on avait des difficultés avec la personne en l'occurrence quand on lui demandait est-ce qu'un accès à minuit ou 1h du matin, c'est légitime ou pas légitime. Elle disait qu'elle pouvait travailler aussi à cette heure-là. Donc quand on faisait ça, ce n'était pas forcément évident de savoir ce qui était légitime et illégitime. Donc, en l'occurrence, on a vu des accès dès le 21 février, puis ensuite le 26, et la grosse attaque du 9 mars. Et là, j'ai représenté dans un diagramme en barre toutes les actions illégitimes remontées sur le système d'information. Globalement, entre le 21 et le 26 février, on pense que c'est un groupe d'acteurs qui a donc utilisé le compte compromis avec des difficultés sur le fait que c'est un environnement volatile. Bon, ça, c'est pour les relevés de log. Et qui a fait de la reconnaissance. Il a fait du ping castle. Voilà, ping castle, qui est un outil utilisé pour la défense, il l'a fait pour l'attaque. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il a fait des scans réseau avec un outil qui s'appelle NetScan. Pareil, c'est pas un outil considéré comme étant un outil d'attaque, c'est un outil utilisé aussi pour de l'administration. Donc ces deux outils-là ont été installés sur notre logiciel, enfin sur notre serveur, et ensuite l'attaquant a fait de la reconnaissance. Et après, ce qui est intéressant, c'est que là, on voit que le toolkit, il évolue. Ils ont essayé d'utiliser plusieurs vulnérabilités, Bluekeep, Brit Nightmare, Zero Logon, Rubeus,
Et enfin, la CVE 2023-21546, qui est une CVE un peu particulière sur le côté local potato. Et donc, ils ont essayé d'élever leurs privilèges avec ces vulnérabilités-là, et ils n'ont jamais réussi, parce que on applique les patchs de mise à jour des différents OS au fur et à mesure sur nos fermes. Et on voit quand même qu'ils avaient déjà un cookbook qui permettait d'utiliser plusieurs vulnérabilités pour arriver à leur fin. Et le 9 mars, par contre, là, on voit qu'ils sont arrivés avec un nouvel attirail. C'est pour ça qu'on pense que ce sont d'autres attaquants. La cartographie, c'est plus Pink Castle, c'est Bloodhound, qui est pareil, un outil utilisé en défense. Hein. Et ils ont utilisé cette fois deux vulnérabilités, la Zero Logon et la Windows Common Log File System, qui est une vulnérabilité moins connue, mais qui est avec un exploit qui fonctionne bien. Et tout ça pour installer derrière du Cobalt Strike et du système BC. Et c'est ça, en fait, qui a levé l'alerte sur notre attaque. Donc en semi-conclusion, on voit qu'ils ont un process où ils essayent, ça marche pas, et bien ils recommencent. Ils essayent, ça marche pas, ils recommencent jusqu'à temps qu'ils vont arriver à leur fin. C'est pour ça que les outils de détection sont importants. Et qu'ils avaient des playbooks avec beaucoup d'outils, et au final on se rend compte que c'était quand même assez proche. Donc heureusement qu'ils n'ont pas réussi à passer une NT Authority System, parce que nos vulnérabilités étaient patchées. Heureusement. Mais encore une fois, ils ont quand même pu se connecter à notre firmware RDS et quand même pu installer et dropper des charges actives sur nos systèmes d'information. Sur les mesures de remédiation, j'ai mis ceinture et bretelles. Pourquoi? Parce que la volonté du CHU, c'était de nous rouvrir sur le système Internet, enfin sur Internet, que des systèmes qui étaient sûrs et de confiance. On ne rouvrait pas des VM qui étaient obsolètes, on ne rouvrait pas des VM où il n'y avait pas de double authentification, etc. On ne faisait que ça. C'est pour ça que ça a pris un certain temps. Mais c'était une volonté de la direction générale de mettre en place ce système-là. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a pu faire des gros changements et des grosses avancées en matière de cybersécurité grâce à cette cyberattaque, parce qu'en fait, on a coupé Internet. Et donc, en fait, quand on a coupé Internet, on se dit, tiens, si on ne changerait pas le proxy vers ce proxy, parce qu'on ne savait pas les implications que ça pouvait avoir, si, on va le faire maintenant. Et en fait, on a fait plein d'actions comme ça, notamment sur l'Active Directory, où on a pu durcir parce que l'hôpital était un peu à l'arrêt. Alors qu'arrêter un hôpital, c'est quand même pas évident, et notamment pour un RSSI. Donc finalement, on s'en est servi d'un mal pour un bien pour durcir nos systèmes d'information. Alors la gestion de crise, c'est une affaire d'équipe et d'entraînement. Et là, c'est une chance que moi j'ai eue, c'est que tout le monde tout le monde répondait et était tout à fait à l'écoute de ce qu'on pouvait dire en matière d'équipe sécurité, et notamment lors de la mini-cellule de crise qu'on a mis en place dès la nuit du 9 mars. Quand vous avez des médecins qui vous disent, voilà, dites-moi quelle est la principale mesure de remédiation à faire tout de suite, couper Internet, ok, banco, on y va. Et après, lui s'occupe de voir les implications métiers, etc. Enfin, c'était vraiment une affaire d'équipe, et c'est ça qui est extrêmement appréciable, c'est que ça a très bien marché et qu'on voit que toutes les strates de l'hôpital a pu en fait fonctionner grâce à cette organisation-là qu'on a pu mettre en place. Alors, on avait deux cellules de crise, si je dois résumer. C'est une cellule de crise institutionnelle qui prenait des choix et qui faisait des décisions. Ça, c'est important. Elle faisait ses décisions. Et elle était là aussi pour recueillir les desiderata des professionnels de santé, s'ils avaient des questions, par exemple, service de cardiologie, on gère des pacemakers connectés, comment on fait pour se connecter à Internet? Ça, ok, c'est une priorité, hop, on va le mettre dans la liste. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place cette cellule de crise-là qui fait vraiment tampon et qui va filtrer. Et derrière, on a un lien opérationnel avec les cellules de crise opérationnelles qui va mettre en place justement les mesures de remédiation ou les mesures de contournement, comme par exemple fournir des clés 4G pour les services de soins, etc. Et donc ça, on fonctionnait avec fonctionnement agile ou 2 points de situation par jour sur ce site-là. Et enfin, en tant qu'RSSI, moi je voulais, est-ce qu'on peut considérer son SI comme étant de confiance? C'est pas négligeable comme question, parce que c'est ce qu'on vous pose. C'est de dire, est-ce que votre système est de confiance? Est-ce qu'on peut rouvrir les flux? On parlait de la recherche tout à l'heure. La recherche, c'est pareil. Moi, j'avais tous les instituts pharmaceutiques sur le dos qui me disaient, mais est-ce que votre SI est de confiance? Est-ce que nos données de recherche sont altérées? Parce qu'on fait des recherches pharmaceutiques dans votre établissement, il faut que vous nous assuriez que votre système est de confiance. Donc pour ça, on était accompagné d'un PRIS et de l'ANSSI pour justement éditer certains documents qu'on leur remettait au fur et à mesure pour avoir de la confiance. Et enfin, est-ce qu'on peut rouvrir les services impactés? Ça, c'est la vraie question que les professionnels de santé vous posent pour dire, là, quand est-ce qu'on va pouvoir retrouver un fonctionnement nominal parce qu'on ne tient plus? Et ça, c'était aussi quelque chose qui était important. Alors j'avance vite, et oui, sur le fait qu'on a mis un canal chat ensemble pour justement fonctionner de manière beaucoup plus réactive. Et ça, franchement, ça a été, je pense, un outil important pour nous. Alors juste les points d'attention, mais je vais passer très rapidement. Les ressources humaines, attention à la surcharge. Moi, j'avais un admin réseau qui était pratiquement H24. Au bout d'un moment, on s'est demandé s'il allait tenir la charge, parce que tellement impliqué, volonté de vouloir faire bien, et finalement, on essayait justement de le retenir un peu.
Gérer la complexité des actions entre le durcissement, mais aussi le run, bah, c'est pas toujours facile à gérer. Et puis enfin, bah, ça j'en ai parlé, hein, comment rétablir les personnes de confiance, enfin pas les personnes de confiance, les relations de confiance pardon, avec les partenaires, qui était justement quelque chose absolument important pour pouvoir aussi bah, retrouver un mode nominal de fonctionnement. Voilà, donc ça j'ai refait la crise, en fait, la chronologie pour vous dire que globalement ça a duré plus de 35 jours. Je crois que je la reprends effectivement en conclusion ici. En fait, j'ai un J-16 parce que je considère que mon J0 c'est quand même mon 9 mars, même si certains font l'inverse. Et donc j'ai un J-16 où j'ai les premières actions des attaquants et un J36 où là je rouvre Internet et je considère que moi je peux commencer à souffler à partir de ce moment-là. Ce qui était en termes d'éléments clés, je pense que la réaction rapide a été extrêmement valorisante parce que c'est ce qui nous a permis effectivement de couper l'herbe sous le pied et finalement de conduire des investigations de manière sereine. Et ensuite, c'était vraiment quelque chose qui a été aussi valorisé par l'ANSSI chez nous. Et puis, dans les points à retenir, bah, effectivement, je pense que c'est l'important de la collaboration dans la réponse à incident, d'essayer de ne pas sectoriser, mais de faire que tout le monde échange d'informations avec un canal commun. Et je pense que ça a été aussi extrêmement important. Et enfin, d'entraîner les équipes IT à faire de la réponse à incident. Ce n'est pas forcément facile, mais quand on leur demande tout d'un coup de faire des relevés de log, de faire des tests de restauration, etc., bah, quand il est 22h30 et qu'on leur demande de rentrer sur site, c'est pas évident. Donc finalement, un peu d'entraînement, et bien on se rend compte que c'est quand même un axe d'amélioration assez important. Voilà, j'ai fini. Alors, l'ANSSI a sorti effectivement un document d'attribution en faisant en fait des cas similaires avec notre cyberattaque à nous et en l'attribuant effectivement au groupe Fin12 qui est connu aussi pour avoir déployé du Black Hat. Et quand je vois ce que fait Black Hat, je suis bien content d'être passé à travers. Merci pour votre attention.